La saturation en oxygène est un des éléments importants entrant dans le cadre de la surveillance des patients en réanimation. Une désaturation brutale peut nous mettre sur la voie d'un changement important dans l'état de santé du patient, mais elle est à recontextualiser et à pondérer en fonction d'éléments que nous allons aborder dans cette présentation. Tout d'abord, quelques rappels. Une saturation en oxygène est dite normale quand elle est située entre 94% et 100% d'oxygène. Ces résultats sont à interpréter en fonction de l'apport en oxygène du patient. On peut considérer que le seuil d'alerte critique est atteint quand le patient passe en dessous de la barre des 90%, mais ce résultat est encore à interpréter en fonction du contexte du patient, de sa pathologie, des médicaments qu'il a pu recevoir ou qu'il reçoit à l'heure actuelle. Et il faut aussi tenir compte de la cinétique. Peut-être ne faut-il pas attendre que le patient ait 80% de saturation pour s'inquiéter si jamais il a perdu 4 ou 5 points de saturation, qu'il est passé par exemple de 99 à 93 de saturation. Ça doit nous mettre en alerte et ça doit nous mettre sur la voie de problèmes éventuellement qui peuvent être importants pour lui. Alors quelle conduite à tenir devant une désaturation brutale? D'abord, analyser la situation, essayer de comprendre l'entièreté des problèmes qui ont pu conduire à cette désaturation apparente. Croiser les informations, régler les problèmes qui sont à notre portée, et enfin, en fonction de tous les éléments, informer le médecin, voire passer l'alerte si jamais la situation du patient apparaît comme sévère. Donc, tout d'abord, on va commencer par vérifier le matériel avant de s'inquiéter plus en avant. L'oxymètre de pouls, donc ce petit capteur qu'on place sur le doigt, qui peut être collant ou non, qui peut être frontal également, ou qu'on peut mettre dans d'autres endroits. Il est assez sensible, hein, le patient peut bouger, il peut se décoller en cas de deçà jetable. Donc vérifier que ce capteur est bien en place. Changer éventuellement de l'emplacement si besoin. Et qu'il est branché correctement, que toute la connectique est bien reliée au moniteur. Donc vérifier la fiabilité des valeurs affichées sur l'écran du scope. La courbe de l'oxymètre de pouls doit être pulsatile, elle doit suivre les complexes de l'électrocardiogramme, du tracé de l'ECG. Et l'index de pulsatilité, que vous voyez en petit là, sur la photo de droite, doit être correct. C'est-à-dire que si on se rapproche trop de 0, raisonnablement, la valeur qui est affichée pourrait être soumise à interprétation. Et puis, attention aux vernis qui peuvent perturber les résultats et donner de faux négatifs. À la vasoconstriction, des patients qui ont les extrémités froides pour une raison ou pour une autre, pour ces patients-là, on pourra avoir du mal à avoir une valeur de saturation correcte. Donc on peut essayer de réchauffer les extrémités et de replacer le capteur en fonction. Donc ensuite, on va s'intéresser à l'administration d'oxygène, aux dispositifs qui sont en place, si le patient en bénéficie, notamment les lunettes à oxygène, les différentes interfaces, lunettes à oxygène, masque à haute concentration. Est-ce qu'ils sont bien placés correctement, les lunettes dans le nez, le masque sur le visage? Est-ce que le tuyau est bien raccordé au débitmètre à oxygène? Si le patient est sous VNI, en ventilation invasive, ou sous oxygénothérapie à haut débit, est-ce que tous les tuyaux sont connectés correctement? Et est-ce que le débit d'oxygène est bien en route, est bien opérationnel, et est-ce que c'est au bon débit, à celui que le patient devait recevoir initialement? Et puis, on n'est jamais à l'abri d'une panne systémique. Il faut s'assurer également que l'arrivée d'oxygène mural est opérationnelle. Donc après, il faut replacer tout ça dans le contexte du patient. On va s'intéresser un peu à la clinique. Est-ce que le patient est conscient ou non? Était-il conscient auparavant et ne l'est-il plus maintenant? Dans ces cas-là, ça pourrait être un critère de sévérité supplémentaire. Est-il agité? Présente-t-il des signes de détresse respiratoire, de lutte, comme un tirage, un balancement thoraco-abdominal? Y a-t-il des sueurs?
Quelle est sa fréquence respiratoire? Est-ce qu'il est plutôt, a-t-il plutôt une respiration normale? Est-il plutôt bradypnéique? Est-il plutôt tachypnéique? Est-ce qu'il a reçu récemment des traitements qui ont été introduits et qui pourraient potentiellement expliquer un changement dans son état respiratoire ou dans son état général? Je pense notamment aux morphiniques, à certains médicaments comme certains antihypertenseurs et autres. Et quels sont ses paramètres hémodynamiques? Est-ce qu'il a des troubles du rythme? Est-ce que le cœur continue à battre, tout simplement? La tension est-elle plutôt haute, plutôt basse? Tous ces paramètres sont à prendre en compte pour interpréter la réalité du patient au regard du chiffre de saturation et seront particulièrement importantes à transmettre au médecin qui, lui, comprendra la sévérité de ce qui se passe à la façon dont vous présentez les choses. Donc ensuite, on va scinder nos patients en deux groupes. Les patients non ventilés dans un premier temps, et je vous parlerai des patients ventilés, en ventilation invasive, dans un deuxième temps. Donc pour ce qui est des patients non ventilés, ou en ventilation non invasive, c'est-à-dire avec une interface au masque branchée sur un respirateur, la première des choses à se demander, c'est est-ce que le patient est conscient? Si c'est le cas, dans ces cas-là, une fois qu'on a fait toutes les vérifications d'usage, que le saturomètre est bien en place, qu'il est connecté correctement, on peut être amené à introduire de l'oxygène si le patient n'en avait pas auparavant, ou à augmenter ses apports en oxygène. Éventuellement à placer un masque à réserve s'il avait des lunettes à oxygène, avec un débitmètre avec une administration suffisante. Augmenter la FiO2 si le patient est en VNI ou en oxygénothérapie à haut débit. Et puis évidemment prévenir le médecin, puisqu'une désaturation, à partir du moment où ça n'est pas un problème matériel, un signe, un changement dans l'état du patient, et il est important que le médecin soit au courant de ce changement. Et puis bien sûr, on continue la surveillance, une surveillance clinique. Il faut que le patient soit toujours conscient qu'il ne s'agite pas. Une surveillance de la saturation, de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle. Si le patient n'est pas conscient, est-ce qu'il a conservé une ventilation spontanée? Est-ce qu'il est capable de respirer tout seul? Si c'est le cas, dans ces cas-là, nous allons l'installer en position demi-assise, parce qu'il y a un risque d'inhalation important. On va augmenter les apports en oxygène, on va lui mettre un masque à réserve, sans doute sur le visage, avec l'oxygène au débit maximum. S'il était sous VNI, on va arrêter la VNI. Un patient inconscient sous VNI est à fort risque d'inhalation. On va rapprocher le chariot d'urgence. On va faire prévenir le médecin sans délai. Et on va exercer une surveillance rapprochée de la saturation, de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque. Il faut garder à l'esprit qu'une hypoxémie importante peut entraîner un arrêt cardiaque si elle n'est pas maîtrisée derrière. Et si le patient n'a pas conservé de ventilation spontanée, s'il est en apnée, il faut croiser ça avec les paramètres hémodynamiques, mais il y a de forts risques pour qu'il soit en arrêt cardio-respiratoire. Dans ces cas-là, il faut faire prévenir le médecin sans délai, évidemment, appeler des renforts parce qu'on aura besoin d'aide, approcher le chariot d'urgence et le chariot d'intubation difficile, et commencer les manœuvres de réanimation. Et là, je vous invite à consulter la fiche sur l'arrêt cardio-circulatoire qui est éditée par la SFA. Dans le cadre du patient ventilé, les premières choses que nous pouvons être amenés à faire quand nous constatons une désaturation, encore une fois après avoir vérifié que l'oxymètre de pouls fonctionne correctement, qu'il est bien positionné, c'est de mettre le patient en FiO2 100%, le temps de régler le problème, ou les problèmes, d'éliminer un problème matériel, donc vérifier le bon fonctionnement du respirateur, les connexions, l'arrivée d'oxygène. Et si jamais on constate une panne du respirateur, une panne de l'arrivée d'oxygène, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à reprendre la main au ballon d'insufflation, au bas-vu, en le branchant si besoin, si on n'a plus d'arrivée d'oxygène mural sur une bouteille de transport. Le temps d'approcher le respirateur de transport si c'est un problème le respirateur de secours, si c'est un problème de panne respirateur, ou de régler le problème de l'oxygène si c'est un problème d'arrivée d'oxygène. On va vérifier le bon positionnement de la sonde d'intubation et le ballonnet.
Est-ce que la sonde d'intubation s'est extériorisée? Est-ce qu'elle a bougé et été replacée? Est-ce que le ballonnet est dégonflé? Si la sonde n'est plus en place ou si le ballonnet fuit, c'est-à-dire qu'on le regonfle et qu'il se dégonfle en permanence. Dans ces cas-là, on entre dans le cadre d'une extubation accidentelle. Et je vous invite là aussi à consulter la fiche sur les extubations accidentelles et la conduite à tenir dans ce genre de situation. Et puis, il va falloir s'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction en ce qui concerne la sonde d'intubation. Donc on va aspirer le patient, il peut y avoir un bouchon muqueux, il peut y avoir des sécrétions en quantité suffisamment importante pour que ça gêne la ventilation. On va vérifier que le patient ne morde pas la sonde d'intubation, et au besoin, on placera une canule de Guedel pour libérer les dents et libérer les voies aériennes supérieures. Si jamais il n'était pas déjà présent, on peut mettre en place un capnographe, donc un appareil qui sert à mesurer le dioxyde de carbone expiré, et on va voir dans la suite que ça va nous donner des indications importantes. Donc si malgré tout ce que nous avons fait, vérifier que le respirateur était fonctionnel, que la sonde d'intubation était bien en place, le ballonnet est bien gonflé, il n'y a pas de sécrétion de façon abondante dans les voies aériennes du patient. Donc si malgré tout le problème persiste, on n'a pas réussi à descendre la FiO2 au niveau auquel elle était, ou le patient continue à désaturer malgré tout, dans ces cas-là, il convient évidemment de prévenir le médecin sans délai, de rapprocher le chariot d'urgence et le chariot d'intubation difficile, donc au cas où on aurait à réintuber le patient, et notamment si la sonde d'intubation n'est pas positionnée correctement. Et s'il n'y a plus de CO2 expiré, si le capnographe ne mesure plus de CO2, dans ces cas-là, il faut avoir en tête que le patient est peut-être en arrêt cardio-respiratoire. Et donc là, à nouveau, je vous invite à consulter la fiche sur la gestion de l'arrêt cardio-respiratoire édité par la SFAR. Donc qu'est-ce qu'on sera sans doute, que se passe-t-il du coup pour le patient? Il peut se passer un certain nombre de choses qui peuvent expliquer la désaturation. Il peut avoir fait une embolie pulmonaire, il peut avoir aggravé son état respiratoire initial, faire un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Il peut avoir une défaillance cardiaque, il peut faire un OAP, enfin, la liste est non exhaustive, et il appartiendra au médecin de prescrire un certain nombre d'examens, peut-être une radio, une gazométrie, pour faire un instantané de ce qu'il est en train de se passer au moment dit pour ce patient-là. Et c'est lui qui posera le diagnostic et mettra en route la conduite à tenir pour la suite. Pour vous aider dans toute cette prise en charge, la SFAR a édité, la Société française d'anesthésie et réanimation, un certain nombre d'aides cognitives que vous pourrez retrouver sur son site sfar.org. En voici quelques exemples, en espérant qu'elles puissent vous orienter. Merci de votre attention.